Bonjour et bienvenue dans cette 5e et dernière partie de mon top 42 de mes vilains Marvel favoris. On attaque la dernière ligne droite et il est moment de dire que oui, il y a eu quelques désistements dans ce top. On aurait dû avoir d'autres persos. Mais finalement, est-ce que c'était vraiment des vilains ? Par exemple, je pense que celui qui m'a fait le plus mal à enlever, c'était J. Jonah Jameson, le fameux patron du Daily Bugle qui donne gueule partout. Parker ! Voilà, tout ça. Mais au final, c'est pas vraiment un vilain. Je m'explique. Alors oui, en effet, il fait chier Spidey. Oui, en effet, il a peut-être créé les Spider Slayer, mais bon, c'est quoi ? C'est 2 numéros ? Après, il a passé toute sa vie à s'en vouloir. C'est pas un mec comme Amanda Waller qui, par exemple, fait du putain de racisme sur toutes les personnes à pouvoir. Par exemple, J. Jonah Jameson est un pro-mutant. Non, son problème, c'est juste Spider-Man. Voilà. On peut pas le blairer, c'est physique. Bon, ben, voilà. Donc du coup, j'ai du mal à le mettre en tant que vilain. C'est pas un vilain. Voilà. C'est pour ça qu'il a viré. Par contre, il y a d'autres personnages dans son genre qui sont des véritables crevures, des connards absolus. Et pour ça, je vous présente le numéro 9, Général Thunderbolt Ross. Le Général Ross est un vilain. Oui, et un vrai de vrai. Apparu en 1962 dans le premier numéro de l'Incroyable Hulk, le général Thaddeus Ross, aussi surnommé Thunderbolt de par son tempérament fougueux et ombrageux, il apparaît comme le général en charge de la base militaire expérimentale où travaille un certain Bruce Banner et est le père d'une certaine Betty Ross. Le personnage n'est alors pas un salopard. Il est un antagoniste à la J. Jonah Jameson avant l'heure même. Personnage antagoniste qui n'apprécie guère le héros et apprécie encore moins que sa petite fille adorée soit intéressée par la mauviette en blouse blanche qui en plus n'est qu'un civil, qui empeste sa base militaire. Seulement arrive l'accident Gamma et l'ignoble monstre nommé Hulk. Le général Ross, en militaire efficace et chevronné, va logiquement vouloir en savoir plus sur cette menace et certes avoir la gâchette un peu facile. Mais soyons francs, c'est l'état d'esprit de tous les personnages non héroïques de Marvel à l'époque. Voire même de certains héros. C'est un peu après que ça se gâte. Après avoir été de nombreuses fois vaincu par ce maudit Hulk, le général Ross va peut-être se perdre dans une obsession pour détruire le géant Jade. Ce qui est con parce que la plupart du temps, Hulk veut juste qu'on lui foute la paix. Et pour arrêter la menace Gamma, le général Ross va effectivement se compromettre. C'est un classique du personnage antagoniste, s'allier avec un vilain, puis se rendre compte que c'est une erreur et que finalement, le héros que l'on a pris en grippe n'est pas si mauvais que ça en comparaison, comme pour Jameson et la création des Spider Slayer. Mais attention, ça veut pas dire que je vous aime bien Spider-Man. Hein. Le général Ross, de son côté, c'est là qu'il sombre du côté des vilains, ne se rendant pas compte de l'énormité de ce qu'il fait. Dans son obsession destructrice envers Hulk, le général patriotique va trahir son pays et aider des ennemis non seulement de Hulk, mais aussi de son pays. On peut le voir s'allier à l'Abomination et à MODOK. Une fois le poteau rose qui dure quelques temps. Donc une fois que celui-ci est découvert, Ross est radié de l'armée, coupable de trahison envers l'État. Il a à ce point sombré que pendant le deuxième mariage entre Bruce Banner et sa fille Betty, c'est une longue histoire, le général Ross interrompt la cérémonie l'arme au poing et tire sur Rick Jones. Déclaré fou mais récupéré ensuite par le Shield, le général Ross est utilisé pour des expériences, pour tenter de contrôler un monstre d'électricité, et le général Ross devient l'esprit qui domine un monstre nommé Zax. Ross va profiter de ce contrôle pour tenter encore une fois de tuer et Bruce Banner et Rick Jones, qui n'avait rien demandé pour le coup. Plus tard, Ross sera libéré de ce contrôle et se sacrifiera pour sauver sa fille Betty en utilisant le reste d'énergie de sa forme zaxienne, tout en disant qu'il avait tort et tout ça, que Hulk finalement c'est pas un si mauvais bougre. Mais cela n'excuse pas le tout. On n'est pas dans Star Wars où on tente d'absoudre Dark Vador à la fin après des années de fucked up. Le leader, autre ennemi de Hulk dont on a parlé dans ce top, va ressusciter Ross, en faire un de ses agents marionnettes, mais il sera sauvé par l'opération du Narrativium. Et qu'est-ce qu'on fait ? On tente vraiment d'en refaire un gentil ?
Pendant un moment, oui, on tente, même si bordel, c'est pas croyable. Puis vient Red Hulk. Le personnage apparaît en 2008, avec un mystère complet sur qui est le personnage, dans une série énergique, mais absolument pas subtile. Tellement pas subtile que le script original de cette vidéo disait un peu concon. Puis, en 2010, on découvre en flashback que Red Hulk a tué le général Ross, qui n'avait pas été vraiment très présent dans les titres, puisqu'il préférait ne pas attaquer Hulk et se la jouer profil bas. Puis, toujours en 2010, on apprend que Red Hulk, eh bien c'est le général Ross. Oui, c'est un mélange des deux coups à la fois, c'est-à-dire lui redonner des pouvoirs et avec la trahison. Parce que le personnage de Red Hulk veut renverser le pays. Bon, trahis-moi une fois, c'est déjà gros. 2, c'est définitif. Le général Ross est un vilain, un vrai de vrai, quoi qu'on puisse faire ensuite. Surtout que jamais 2 sans 3. Le général Ross est tout de même fascinant à suivre, car sa chute est claire quand on regarde le personnage dans son entièreté. On a rarement l'occasion de voir un personnage chuter aussi clairement. Puisqu'en fait, la plupart des personnages qui chutent sont destinés à tomber dès leur création. Pas forcément Ross, qui aurait pu rester sur la ligne de l'antagonisme pur, comme J. Jonah Jameson. Mais le général a clairement sombré du côté obscur de la haine à la 9e place de Stop. Numéro 8. Fin Fang Foom. Fin Fang Foom est un personnage assez particulier. Il est né en dehors de l'univers super-héroïque Marvel habituel, dans le numéro 89 de Strange Tales en 1961, c'est-à-dire à peu près au même moment où les 4 Fantastiques sont apparus. On raconte l'histoire d'un jeune chinois, Chan Liuchu, qui réveille un vieux dragon sacré, Fin Fang Foom, pour le pousser par la ruse à repousser l'armée chinoise, forcément communiste, donc forcément mauvaise au vu de la position des comics Marvel au début de la guerre froide. Fin Fang Foom a donc ensuite été ajouté dans l'univers plus classique de Marvel, comme d'autres personnages, tels que Groot ou Hank Pym. Lui, il a quand même mis du temps à arriver. Il réapparaît en 1972 dans Tales to Astonishing, où il a combattu le Colosse vivant. À l'époque, Marvel expérimentait juste après l'assouplissement du Comic Code, ce qu'il pouvait faire. Et c'est toujours pas officiellement dans l'univers Marvel super-héroïque. C'est limite même si Marvel joue pas avec mes nerfs. Parce que le serpent destructeur de monde, Jormungand, s'amusera à se faire passer pour Fin Fang Foom dans le numéro 379 de Thor, en 1987. Du coup, on le voit, mais il n'existe toujours pas. Mais en 1990, l'attente est terminée, puisque le titre Iron Man le fait arriver dans l'univers classique, où l'on apprend que Fin Fang Foom est un extraterrestre, venant de la planète Maklu 4, dans le nuage de Magellan. Bien sûr, son vaisseau s'est écrasé, et même que les 10 anneaux formant les armes du mandarin, autre ennemi d'Iron Man, viennent de la source d'énergie de son vaisseau. Ça y est, là on est bien dans l'univers Marvel classique, qui décide d'intégrer toutes les histoires précédentes du personnage. C'est d'autant plus clair en 1991, dans le titre Legend of the Night, donc où non seulement le dragon géant est possédé par un démon nommé Han Tanu, mais en plus on y retrouve un vieux Chan Liuchu pour l'arrêter, qui est devenu professeur. Yeah! À partir de là, le dragonidé alien fera de multiples apparitions, souvent contre Iron Man, mais aussi Hulk, car entre gros bourrin vert on se comprend, ou les 4 Fantastiques, parce qu'il est impossible de ne pas créer un titre nommé Fin Fang Foom. C'est pourquoi cela a été fait 2 fois. Et j'ai qu'une chose à dire, jamais 2 sans 3. Fin Fang Foom est mon monstre géant préféré, pour plusieurs raisons. 1. Son caractère sombre et orgueilleux, bien sûr dédaigneux, mais aussi quelque peu paresseux. Car oui, parfois, il faut un peu le pousser pour qu'il fasse quelque chose. Si jouissif de voir comment on doit pousser Godzilla à faire ses tâches de Godzilla. De 2, ses pouvoirs. Car outre le vol et la super force, il est capable de télépathie. C'est même sa forme normale de communication. Il ne s'abaisse à parler que pour nous. Il peut aussi se métamorphoser en n'importe quel animal, brisant toute loi de la conservation de la masse, et cracher non pas du feu, mais une brume acide. Oh, qu'il est magnifique. Et c'est pour cela qu'un monstre géant nommé Fin Fang Foom hiberne à la 8e place de Stop. Numéro 7. Norman Osborn, le bouffon vert. Vous savez, on compare souvent Norman Osborn à Lex Luthor. Et cette comparaison est clairement pas idiote avec le Lex Luthor moderne. Homme d'affaires un poil psychopathe qui veut se venger de ce type qui lui fait de l'ombre. Par contre, je trouve que la persona du bouffon vert est un peu plus bouffonne, justement,
que la pourtant déjà très kitsch armure de combat verte de Monsieur Luthor. Néanmoins, ce n'est pas Norman Osborn qui est apparu le premier, puisqu'il s'agit du Bouffon Vert, dans le numéro 14 d'Amazing Spider-Man. Le personnage devait être un vrai démon, tiré d'une sorte de sarcophage égyptien, bref, un personnage plutôt mystique, dans la première version de Stan Lee. À la réalisation, Steve Ditko change à cela, pour un humain normal, parce que la collaboration artistique entre les deux hommes a toujours été très tendue sur ce titre. À partir de là, néanmoins, a commencé une série d'indices sur qui était l'homme derrière le masque du Bouffon Vert. À côté de ça, un personnage nommé Norman Osborn commence aussi à apparaître. Et juste après que Steve Ditko soit parti de la série, la révélation est faite que cet homme d'affaires, Norman Osborn, est le Bouffon Vert. Et contrairement à la croyance populaire, c'est bel et bien ce que voulait Steve Ditko à la base. Dire le contraire est absurde. Le Bouffon Vert est un bon vilain, mais pas le plus menaçant. Certes, il découvre l'identité de Spider-Man, à savoir Peter Parker, un ami d'école de son fils Harry. Mais Spider réussit à lui faire perdre la mémoire et c'est Peter Parker qui sauve la réputation de Norman Osborn en ne révélant pas qu'il est le Bouffon Vert. Alors, pas par sympathie pour Norman Osborn, mais pour son fils Harry. Donc oui, en fait, c'est le gentil qui sauve le cul du vilain. C'est pas la pire menace qui soit, hein. Norman Osborn, au fil du temps, est hanté par des souvenirs de sa période Bouffon Vert, ce qu'il fait, à force, replonger dans le crime. Et son plus haut fait d'armes date de ce moment-là. La mort de Gwen Stacy, qui pousse Spidey dans les affres du désespoir et à vouloir se venger, ce qui le pousse à traquer le Bouffon Vert, qui finira empalé par son propre appareil volant. Il est mort, voilà. Et son fils Harry devient le Bouffon Vert, ce qui est super cool d'ailleurs. Bon, comme rien ne meurt totalement dans les comics, il est révélé bien plus tard qu'en fait, il est pas tout à fait mort le normie. Pendant la saga du clone, parce qu'on n'était plus un what the fuck près à ce moment-là, on apprend que la formule qui l'a transformé en Bouffon Vert lui a donné une sorte de facteur régénératif, ce qui le ramène à la vie. Et on apprend que pendant tout ce temps, c'est lui qui a manipulé tous les trucs de merde qui sont arrivés à Peter Parker, et notamment tout ce qui se passait en ce moment. Avec la mort de Gwen Stacy, sa fin épique et tout le barda de la saga du clone, Norman Osborn revient avec une aura beaucoup plus menaçante qu'auparavant. Il prend une place encore plus proéminente dans la vie de l'homme araignée, et fait des trucs de dingue. Enlever ou tuer la fille de Peter et Mary Jane, on sait pas trop encore, en leur faisant croire qu'elle est morte-née. Racheter le Daily Bugle pour accentuer la pression médiatique autour de Spidey, rentrer dans un culte pour gagner des super pouvoirs, réussir à devenir le chef du Shield, devenu le Hammer, et a été le moteur de l'univers Marvel pendant plusieurs années, durant l'ère Dark Reign. Il a même créé les Sinister 12, les 12 sinistres, pour sortir de prison, parce qu'il était sans doute jaloux de ne pas avoir fait partie des 6 d'origine. Tellement d'autres choses encore, bref. Bon, le personnage n'a pas été utilisé qu'en bien, c'est sûr. Rien que sa passion retconnée avec Gwen Stacy dans la saga Sins Remembered le montre aisément. Mais il a beaucoup d'autres points pour lui. Sa faiblesse psychique le rend plus intéressant, ajoute beaucoup de dramaturgie au personnage, comme sa tendance à la dépression par exemple. Son histoire personnelle avec l'homme araignée et les relations complexes mais intenses avec son fils Harry en font un vilain que je trouve délicieux et qui vole au-dessus de vos têtes à la 7ème place de Stop avec un petit rire ricanant. Numéro 6, le Docteur Octopus. Oui, Doc Ock au-dessus de Norman Osborn. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le Docteur Otto Octavius est apparu dans le numéro 3 d'Amazing Spider-Man, où l'on découvre qu'il s'agit d'un scientifique qui tente d'inventer une prothèse robotique à 4 bras. C'est même pour ça que derrière son dos, ses collègues le surnomment le Docteur Octopus, en référence aux 6 bras de la pieuvre. Malheureusement, on est dans l'univers Marvel, et comme souvent, il y a de la radiation qui traîne un peu partout, et Otto se fait choper dedans, sa prothèse semble fusionner avec son corps, et apparemment a aussi modifié son cerveau, le faisant se tourner vers le crime. Bon, je pense que vu le thème de Stop, vous vous en doutiez un petit peu. On apprendra un peu plus tard que la modification au cerveau qui l'a tourné vers le crime est la même qui permet de manipuler mentalement ses prothèses, une fois qu'on les aura enlevées par chirurgie. Bon alors, de base, j'adore le sujet. Les prothèses sont un sujet que je trouve excellent. Surtout à l'époque où elles sont créées. Numéro 3 d'Amazing Spider-Man, on est très tôt. On est ici sur quelqu'un qui travaillait sur le bien de l'humanité, mais dont les recherches l'ont mené à devenir néfaste à celle-ci.
C'est déjà bien plus fort que l'homme d'affaires qui se déguise en costume d'Halloween pour le plaisir. Et certes, le docteur Otto Octavius était pas un rigolo. Mais sa mère l'a poussé à abandonner son amour de jeunesse. Oui, non, c'est sérieux. Son père le battait régulièrement. Oui, bon, là, ok, vie de merde. Hein. Et bon, sa mère, elle est morte d'une crise cardiaque pendant une dispute avec Otto. Petit truc de culpabilité comme ça en plus. On peut comprendre qu'il ait quelques petites difficultés à apprécier la vie, qui vont se trouver accentuées avec l'accident et le pousser au crime. Très vite, le personnage revient dans le titre. Et il devient très important. Il a un gang à lui. Hein. Il fonde aussi le groupe des Sinister Six, groupe très important pour Otto, puisqu'il en est le chef de très nombreuses fois. Et quand il n'est pas à la base d'une version des Sinister Six, il combat le groupe parce que c'est pas lui le chef. Bon, je vais pas vous faire, contrairement à d'habitude, une liste de tous les grands moments du personnage. Il n'a pas vraiment eu de moment de pause, Otto. Ce qui fait que le nombre de ses actions est proprement ahurissante. Bon, allez, très vite. Manquer de se marier avec Tante May pour obtenir une usine atomique, voler un appareil permettant d'annuler les pouvoirs, tuer le capitaine Stacy, la guerre contre Hammerhead, la guerre contre le hibou, les guerres secrètes, manquer de tuer la chatte noire, se sacrifier pour sauver Spidey pendant la saga des clones, et tellement d'autres choses. Bref. Non, j'ai plutôt envie de mettre l'accent sur pourquoi il est intéressant même en dehors de ses actions, contrairement à un Norman Osborn qui est intéressant de par ses actions. Le Docteur Octopus est le reflet de Peter Parker, ce qu'il pourrait être s'il n'y avait pas eu l'éducation qu'il a reçue et le soutien de ses amis. Rien que ça le rend intéressant dans l'intrigue de base, même si c'est pas comme ça qu'il a été créé. Puisqu'à la base, Stan Lee trouvait juste le nom de Docteur Octopus un peu classe, et donc fallait qu'on trouve un moyen pour expliquer pourquoi le vilain il s'appelait comme ça. C'est limite plus intéressant d'ailleurs qu'il soit devenu un espèce de reflet de Peter Parker sans que ce soit le propos. Et bien sûr, les différents rapprochements faits entre le Doc Ock et Peter Parker m'intéressent énormément. Le plus flagrant étant bien sûr à la période supérieure Spider-Man, où le Docteur Octopus s'est retrouvé dans le corps de Peter Parker. Une histoire intéressante à plus d'un titre et qui a modifié les deux personnages. Bon, certains scénaristes ont tenté des choses étranges avec le personnage du Docteur Octopus, comme tenter de le faire passer pour un mutant, dans un titre qui s'appelle Octopus Year One, ou lui donner une arachnophobie si puissante qu'Octavius veuille détruire New York, juste pour être sûr d'avoir Spider-Man. Pour moi, le Docteur Octopus est le meilleur vilain de Spider-Man et de très très loin. Certes, son costume est kitsch, mais celui de Spidey aussi. Et les deux semblent avoir été faits par des geeks prêts à se la jouer super-héros ou super-vilain. Toujours le côté miroir. Le premier ennemi juré de Spider-Man, avant l'ascension du bouffon vert, joue donc des bras. Et bon sang qu'il est doué pour ça, à la 6e place de Stop. Numéro 5, Wilson Fisk, le Caïd. Techniquement, le Caïd est un ennemi de Spider-Man, ce qui en fait 3 à la suite, mais soyons francs, c'est pas à cause des titres de l'homme araignée qu'on se rappelle du Caïd, voire même qu'on aime ce personnage. Parce que la première version du Caïd, on s'en fout un peu en fait. Il est né dans le numéro 50 d'Amazing Spider-Man, numéro à la couverture extraordinaire, mais le vilain, pas top. Comme Spider-Man semble avoir accroché les gants, un apparemment nouveau chef d'une coalition des gangs de New York nommé Wilson Fisk apparaît et décide d'enlever J. Jonah Jameson. Bien sûr, Spidey finit sa petite déprime quotidienne, revient et sauve la situation. Puis on découvre un peu plus tard que c'est le proprio du club où Mary Jane chante, le Caïd se fait appeler Brainwasher, le laveur de cerveau. Puis encore plus tard, il veut récupérer une tablette ancienne pendant une manif étudiante. Non, même quand le Caïd décide d'arrêter le crime, souvent à la demande de sa femme Vanessa, il se passe des trucs chelous pour le ramener, comme le propre fils du Caïd qui tente de le renverser en se faisant passer pour un super vilain nommé le Skimmer, ou tenter de tuer Spidey. Mais juste pour le fun ce coup-ci. Mais c'est quand même une époque où on se dit que le Caïd il est tellement nul qu'il est contesté par des personnages comme le Docteur Octopus, Hammerhead ou encore le hibou, chacun tentant de devenir le maître de la pègre. C'est au début des années 80 que Frank Miller prend les choses en main, en décidant de le faire se confronter à quelqu'un d'autre que l'homme araignée. Un certain Matt Murdock, alias Daredevil, dans le numéro 170 de la série de Tête à cornes. Et un travail de dingue est mis en place pour faire du Caïd autre chose que ce qu'il était. À savoir un personnage où l'on insistait principalement sur sa force physique brute, que sur le fait que c'est le putain de maître de la pègre. Avec son encreur Klaus Johnson, Frank Miller va donner une aura de dingue au personnage,
et accentuer bien sûr le côté empire du crime, maître manipulateur, tout ça. On le voit faire les manigances qu'on lui connaît, les coups de main électoraux pour gagner en influence et en impunité, apprendre l'identité secrète de Matt Murdock, détruire sa vie, engager Bullseye, Elektra... Bref, le Caïd à ce moment précis est devenu non seulement un vilain d'une extrême envergure, mais en plus la némésis ultime de Daredevil. Depuis, le Caïd est incroyable. Il est une source constante de délectation machiavélique. Il a gardé de ses premières apparitions sa capacité à gérer les choses lui-même et à foutre sur la gueule de quelqu'un si besoin est, mais on a largement étoffé son côté manipulateur et maître incontesté de la pègre. Wilson Fisk lui-même connaît de forts développements de personnages, et notamment la tragédie de sa femme, Vanessa, que l'on connaît depuis pratiquement aussi longtemps que le Caïd. Celle-ci n'aimait pas la vie de criminel que menait son mari, qui a dû tuer son enfant, oui carrément, et qui, après avoir été tuée à cause des activités de son mari, elle a été ressuscitée par la main pour tenter de tuer le Caïd, qui a donc dû briser le cou de sa femme pour la retuer une seconde fois. Bon, en fait, l'humanisation du Caïd s'est fait par la perte de ses proches. Et comme souvent, malheureusement, c'est la compagne, voire les enfants s'il y en a, qui trinquent. Néanmoins, il est évident que le Caïd, depuis son évolution, est un excellent personnage. Et personne ne s'y est trompé, car depuis, le personnage est revenu un peu partout, à bien faire chier celui qui est désormais son adversaire principal, à savoir Daredevil, mais aussi son ancienne némésis Spider-Man, et celui qui veut sa peau, alias le Punisher, tout en taclant en passage un peu tout le monde. Et le personnage mérite amplement de régner sur la pègre à la 5e place de Stop. Numéro 4. Dracula. Celui-là, je pense que vous l'avez pas vu venir. Et je m'aperçois que la 4e place, comme sur le top précédent chez DC, est surtout liée à une seule série que mon cœur adore, même si le personnage est bien sûr plus vastement utilisé. Bon, Dracula, vous le connaissez sans doute. Né dans le roman de Bram Stoker, il est devenu le prototype et l'archétype du vampire, ce qui n'est pas un mince exploit. Faisant partie du domaine public, on a de nombreux vampires, voire même de nombreux Dracula qui existent un peu partout. Mais le plus savoureux de tous est celui de Marvel Comics, notamment dans ses premiers exploits. Il est même tellement savoureux que même les Japonais, et pas n'importe qui, la Toei, l'a utilisé comme base pour un film d'animation. Chez Marvel, Dracula est le plus puissant des vampires, le seigneur des suceurs de sang. Bien que, alors comme les dieux nordiques, Marvel a joué avec une première version du personnage, ce coup-ci dans les années 50, le personnage dont on va parler et celui que l'on connaît est né lui en 1972, dans une série à son nom que je recommande à tous les fans d'horreur un peu gothiques. The Tomb of Dracula, une série centrée sur le vampire au moment où Marvel jouait avec le Comics Code pour savoir jusqu'où on pouvait aller depuis que les règles s'étaient assouplies. Et oui, Marvel a fait un essai avec Morbius pour savoir si le concept de vampire pouvait passer, et vu que ça marchait, autant y aller avec Dracula directement. L'intérêt de cette série, c'est qu'on y voit à chaque numéro Dracula, et le récit de la guerre entre lui et ceux qui veulent le tuer. De son retour à la non-vie au début de la série, à sa fin épique au numéro 70, pinacle qui voit comment finalement Dracula sera tué, jusqu'à son prochain retour. Parmi ceux qui vont combattre Dracula, on y trouvera le dernier descendant de Dracula, alias Frank Drake, la dernière descendante des Van Helsing, alias Rachel Van Helsing, l'inspecteur Shelm de Scotland Yard, le détective vampire Hannibal King, Quincy Harker, descendant des Harker du roman de Bram Stoker, et même Blade, qui commence à chasser des vampires dans cette série. C'est énormissime. Dracula est un méchant tellement classe. Sorte de mélange réussi entre la verve du Dracula d'origine de Bram Stoker avec la force charismatique du Dracula filmique de Lou Lugosi, avec en plus une petite moustache d'où émane un frisson de nobilité victorienne. J'en suis tout émoustillé. Dracula, c'est une décontraction absolue à faire le mal. Le genre à enlever le visage de quelqu'un sans même un regard. C'est aussi, et c'est un point d'une grande importance, le type de vilain qui te balance des lignes mémorables à chacune de ses apparitions. Bref, le genre de vilain qui te marque à vie ou même à non-vie. En même temps que sa série, il a eu le droit à un magazine appelé Dracula Lives, qui permettait d'avoir un contenu encore plus adulte, car en dehors du champ d'action du Comics Code, parce que c'est un magazine. Malheureusement, fin 1979, Dracula n'a plus de série, et il est techniquement mort. Mais qu'est-ce que c'est la mort pour un vampire ? Rien. Et c'est pour ça qu'il va faire coucou à plein de copains super-héros, que ce soit Spider-Man, Doctor Strange, les X-Men, Thor, et même Howard the Duck, même si pas longtemps, parce qu'il n'est pas là pour bouffer de la volaille. Contrairement à Tornade des X-Men,
qui est une des nombreuses personnes sur lesquelles Monsieur Dracula fait une fixation. Des fois, pour préserver l'humanité, et qui est son garde-manger, il fait des trucs bien. Par exemple, il a aidé les Defenders une fois. Mais c'est vraiment pour continuer à faire le mal derrière, cherchez pas à en faire un héros. Bon, pendant un moment, on le verra moins. Puisque le Dr Strange est censé avoir tué tous les vampires de la Terre avec la formule Montesi. Sortilège extrêmement puissant, lancé avec l'aide de l'artefact du Darkhold. Néanmoins, dans les années 90, le personnage revient. D'abord dans une mini-série hors continuité avec l'équipe créative de la série The Tomb of Dracula, qui nous dit « Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même », avec un certain brio. Puis il va y avoir des titres comme Night Stalkers ou Blade, qui montrent le retour des vampires sur Terre, et notamment de Dracula, qui commence un peu à changer de look, à mon grand chagrin. Mais ma peine sera totale quand il sera décidé à la fin des années 2000, début 2010, que finit l'apparence classique. Maintenant, ce sera plus un gros bourrin en armure médiévale, même si un rétropédalage pourrait être en cours sur ce point. Néanmoins, si vous cherchez le mélange ultime de certains de mes kiffs, à savoir métamorphose, hypnose et contrôle mental, il est votre homme. De plus, il a utilisé de nombreuses astuces disponibles dans un univers de super-héros pour être bien plus puissant que votre vampire habituel. Et il règne sur la nuit, depuis la 4e place de ce top. Numéro 3. Galactus. Galactus est un être cosmique mangeur de planètes, apparu en 1966, dans le numéro 48 des 4 Fantastiques, dans une trilogie qui culmine au numéro 50, avec la question de savoir si Galactus va manger ou pas la planète, malgré la résistance désespérée des héros et la défection du héros de Galactus, le surfeur d'argent, pour défendre la planète. Et c'était magnifique, ce qui a fait que le personnage de Galactus est un peu unique, et quelque part un peu un archétype en lui-même, à la manière de Dracula. Le nombre de clones est assez élevé, que ce soit dans l'univers Marvel ou même chez la concurrence. Je veux dire, Imperiex chez DC, c'est clairement un clone de Galactus. Même l'Anti-Monitor doit sans doute beaucoup à Galactus, malgré toute la tendresse que j'ai pour l'Antitotor. Par contre, contrairement à Dracula ou à l'Anti-Monitor, Galactus n'est pas maléfique. Juste que pour survivre, il doit manger des planètes. Et Galactus étant une entité cosmique, c'est difficile de lui dire non. Non, pas bien, pas bien. Nous, méchant Galactus. Bon, de ce fait, on pourrait dire que sa motivation n'est pas celle d'un vilain. Et c'est parfaitement vrai. Par contre, ses actions sont destruction de planètes, génocide, destruction de culture et j'en passe. Non, c'est pas un good guy. Et quiconque voit Galactus voit le destructeur et s'enfuit de peur. Tout le monde, sauf le lecteur, qui normalement commence à exhiber un énorme sourire, car ça s'annonce excitant. Car oui, une histoire avec Galactus, il y a vraiment peu de chances qu'elle soit mauvaise. Faut vraiment foirer un nombre faramineux de facteurs pour gâcher une histoire avec Galactus, que le personnage agisse dans le camp des gentils ou des mauvais. Car oui, en tant qu'entité cosmique, Galactus joue aussi régulièrement dans le camp des défenseurs, contre de multiples menaces sur l'ensemble du cosmos, voire juste de la réalité en elle-même. Mais ses actions quotidiennes restent celles du plus sombre des connards maléfiques, même si dictées par l'instinct de survie. Et même si Jack Kirby envisageait le personnage comme au-delà des reproches, ce n'est pas ce qu'il est. On peut par exemple ne pas reprocher à Fury d'être ce qu'il est, parce que programmation. On peut reprocher par contre à Galactus ce qu'il fait, car il peut penser et pourrait donc choisir d'autres voies, même se laisser mourir. Ce qu'il ne fait pas, et en tant que lecteur ça me va parfaitement. Car même si le personnage ne devait que peu réapparaître, afin de garder une espèce d'aura mystique autour de lui, la pression des fans a été telle que Galactus revient fréquemment, et est une des meilleures menaces de l'univers Marvel, capable d'être interprétée différemment par de nombreux auteurs, et amener des réflexions sur l'éthique, l'endoctrination, la destinée et bien sûr le génocide. Car Galactus était autrefois un simple humain du nom de Galan, qui dans l'univers précédent a fusionné avec la sentience de l'univers à la fin de celui-ci, et est donc le seul survivant de son époque, un être quelque part imparfait et non terminé qui doit se nourrir de l'essence de planète pour survivre, ce qui tue celle-ci dans le processus. Et il est magnifique, et il est prêt à dévorer toute vie dans l'univers, à la 3e place de ce top. Et là, je me dis que il n'y a que 2 possibilités. Il y a toujours eu que 2 possibilités. Le seul suspense, c'est de savoir qui est devant l'autre. Et donc, pour faire durer un peu plus le dit suspense, je me suis dit qu'on allait faire les mentions honorables maintenant. Oui, c'est un poil vilain. Et vous pensiez que vous regardiez un top de quoi exactement ? Donc, sans ordre particulier, les mentions honorables. Morlun,
Un méchant récent qui cherche à bouffer la force vitale d'animaux totems un peu partout. Ouais, il me plaît bien, c'est comme ça. L'homme pourpre, qui, oui, peut contrôler les gens par phéromones, mais... la plupart du temps, ça marche pas, hein. J'en ai pour preuve Fatalis et Daredevil, et franchement, en comics, il a pas été si marquant que ça. Magus, le double d'Adam Warlock d'une autre possibilité temporelle, un personnage très intéressant insistant sur la dualité entre le bien et le mal. Devil Hulk, personnalité refoulée de Hulk, qui est un peu le reflet du père de Bruce Banner, et c'est assez fascinant. Proteus, mutant surpuissant qui m'a fasciné, mais qui est malheureusement très peu actif. C'est pour ça qu'il est bas. Numéro 2, Magneto. Oui, c'est Magneto le numéro 2. Et pourtant, le mutant, né en 1963 dans le numéro 1 des X-Men, a tout pour lui. Une cape de badass, un look qui n'appartient à personne d'autre, une présence physique magnétique, de bonnes répliques, et bon ok, il est en mauve. Mais personne ne passe devant Magneto sans le voir. Faut lui concéder ça tout de même. Magneto, c'est bien sûr toute une évolution du personnage, car celui du début ne ressemble pas du tout à celui d'aujourd'hui. Et non, c'est pas juste parce qu'il aime changer de couleur pour son costume. Pour moi, comme pour certains autres commentateurs, les premiers X-Men ne parlent pas de suite du racisme, de persécution ou autre. Attention, on peut les lire a posteriori sous cet angle, ça marche. Mais on est plus proche, comme dans tous les autres titres Marvel de l'époque, de parler plus ou moins directement de la guerre froide et de comment on, alias l'Amérique, doit rester fort. Par exemple, X-Men 1 nous montre Magneto attaquer des missiles, donc baisser les défenses de l'Amérique, et X-Men 4 voit Magneto menacer l'Amérique depuis une île. Est-ce que Cuba vous dit quelque chose, par hasard ? Mais bref, le personnage ainsi que la franchise X-Men a évolué, et largement. Magneto, alias Erich Lenscher, est un Allemand qui a connu très jeune l'horreur de l'Holocauste. Tellement il l'a connu qu'en fait il a changé de nom. Son vrai nom c'est pas Erich Lenscher, c'est Max Eisenhardt. Plus tard, il rencontre en Israël un certain Charles Xavier, où les deux se lieront d'amitié. Puis découvriront qu'ils sont tous les deux, horreur, des mutants. Malheureusement, leur vision sur comment humains et mutants peuvent vivre ensemble divergeait énormément. Et les deux, après quelques aventures, notamment contre l'Hydra et le Baron Strucker, vont se séparer. En effet, marqué par l'Holocauste, Magneto ne peut pas concevoir une cohabitation pacifique entre les humains normaux et les mutants. Du coup, au début, il est vraiment en mode « l'attaque c'est la meilleure défense, donc défonce-leur la bouche ». Et Magneto attaque un peu tout le monde, que ce soit les Avengers, Khazar, les Inhumains, les Defenders. Parce que Magneto n'a aucune once de pitié en lui à ce moment-là. Et oui, s'il est aussi haut dans Stop, c'est parce qu'il a évolué, même s'il est déjà un petit peu délicieux comme ça quand même, hein, soyons francs. Chris Claremont va commencer à amener une rédemption possible pour le personnage, notamment je trouve dans le numéro 150 des X-Men, où Magneto se rend compte qu'il vient juste de s'en prendre à une très jeune adolescente juive, à savoir Kitty Pryde, et oui, ça lui a rappelé quelques mauvais souvenirs de jeunesse. On est en 1981, et ça continue dans ce thème-là avec l'alliance Magneto-X-Men dans les guerres secrètes, et bien sûr le procès de Magneto dans X-Men 200, où le vilain magnétique devient le nouveau professeur de l'école des mutants. À partir de là, Magneto ne cesse de passer entre le statut de vilain et le statut de pseudo-reconverti, ce qui fait de Magneto un personnage bipolaire qui ne semble pas pouvoir prendre une décision et s'y tenir. Si Magneto était un héros, ce serait dommageable et handicapant. Mais en tant que vilain, c'est super agréable. Quand il est du côté des héros, on scrute la moindre phrase pour y choper le moindre indice de son revirement futur et on peut frissonner à chacune action pour savoir s'il va trahir à ce moment-là ou pas. Et puis une fois méchant, ça rajoute tellement de drama de voir les anciens alliés s'écharper, les anciennes relations rajoutées au conflit déjà fort des X-Men. Et puis oui, son pouvoir est en plus totalement craqué, contrôler le magnétisme, c'est sans doute une des meilleures idées de pouvoir du monde des comics sans aucune exagération. Pour toutes ces raisons, et même le costume, Magneto mérite sa place à la 2e place de Stop. Numéro 1. Victor Von Fatalis, ou le docteur Fatalis. Victor Von Doom, ou Victor Von Fatalis en version française, est mon méchant préféré de chez Marvel Comics. Il est délicieux. Le Docteur Fatalis est apparu dans le numéro 5 des 4 Fantastiques en 1962, où Jack Kirby a sciemment tenté de reprendre l'aspect iconique de la mort et d'en faire un vilain de comics. C'est pour ça qu'il a une cagoule. Par contre, comme il faut aller très vite pour sortir les comics, le personnage n'a pas d'origine pendant au moins 2 ans, jusqu'au 2e annuel des 4 Fantastiques. C'est pour ça qu'il a pu faire un peu n'importe quoi à ses débuts,
comme demander aux 4 Fantastiques de remonter dans le temps pour juste voler le trésor du pirate Barbe Rouge, s'allier avec Namor, finir dans l'espace, prendre le contrôle du micro-monde. Bref, vous l'aurez compris, le Docteur Fatalis est suffisamment fun et varié pour être excitant pour tout le monde. Victor von Fatalis est le monarque de la Latvérie, et on a même le droit de voir comment le monarque a conquis son titre en renversant l'ancienne famille royale dans les années 70, dans les pages d'Astonishing Tales. Son titre de monarque lui offre une impunité diplomatique, malgré toutes les saloperies de coups de Trafalgar qu'il a pu faire. Toujours plus, Fatalis est de plus en plus présent. Il réussit à prendre le contrôle du pouvoir du Beyonder par sa simple volonté pendant les guerres secrètes, tout simplement car il est Fatalis. John Byrne, sur le titre des 4 Fantastiques, va aussi tenter d'ajouter une couche supplémentaire de drama et d'humanisation du personnage. Il est clairement dit désormais que le visage de Fatalis n'est pas simplement amoché mais proprement défiguré, c'est pourquoi il le cache autant, et surtout pour montrer un peu d'empathie, on voit qu'il tente de sauver sa propre mère dont l'âme appartient au sombre seigneur des enfers, Mephisto. Pour le personnage de Fatalis, le run de Byrne des 4 F, pour moi c'est un indispensable. Fatalis est capable des meilleures sagas, et généralement l'ingrédient secret qui fait que l'histoire est si bonne. J'ai déjà mentionné les guerres secrètes, mais je pourrais aussi parler d'Empereur Fatalis, où le bon docteur est maître du monde, parce qu'il a piqué les pouvoirs de l'homme pourpre, avec l'aide de Namor. Doom 2099, où le docteur Fatalis apparaît dans le futur et réussit à en devenir le vrai maître du monde, à un point que le calendrier à cette époque se compte en avant Fatalis et en après Fatalis. Et j'ai pas fini! La conclusion du long combat contre Mephisto, où Fatalis oblige le Dr Strange à venir sauver l'âme de sa mère avec lui, la saga Doom Quest, où Fatalis voyage jusqu'à la cour du roi Arthur pour avoir l'aide de Morgan Le Fay, la saga Impensable dans le run de Mark Waid et Mike Wieringo, où il sacrifie son amour pour gagner de sombres pouvoirs, et si vous voulez réviser son origin story, The Book of Doom vous ouvre ses bras. Fatalis est excellent, ses répliques puent la classe, son costume est miamesque. Son impunité diplomatique lui permet de continuer ses méfaits malgré la gravité de ceux-ci. De par sa volonté, il est capable de prendre le dessus face à des êtres bien plus puissants que lui comme le Beyonder, bien sûr, car il est Fatalis et il est l'empereur de Stop à la première place de celui-ci. Et voilà, c'est la fin de ce top 42 de mes vilains de Marvel Comics préférés, j'espère qu'il vous a plu. On va sans doute refaire des top 42 mais pas de suite. On va sans doute attendre, je pense, février prochain. On devrait recommencer peut-être une nouvelle session. Voilà. En attendant, restez sur cette chaîne, on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Et puis, à la prochaine fois.